Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir, écrite et réalisée par le monde des enfants, s'intitule Rico, le renard rusé. Cette histoire est sur le point de commencer. Mais avant, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait des gros bisous à tes parents? Bien, dans ce cas, installe-toi confortablement dans ton lit, car l'histoire commence. Rico est un jeune renard qui vit dans une forêt au Japon. Il est connu pour être très malin et tout le monde l'appelle Rico le rusé. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est faire des farces. Il adore inventer des petits tours qui font rire ses amis. Parfois, il cache des noisettes de Nico, son meilleur ami blaireau, où il fait croire à Gigi, la pie joyeuse, qu'un gros orage arrive. Rico trouve ça tellement drôle. Un jour, alors qu'il se promène dans la forêt, Rico aperçoit Nico en train de ranger ses noisettes pour l'hiver. Une idée traverse son esprit. Il va cacher toutes les noisettes de Nico pour lui faire une farce. Oh, 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 ça va être drôle, pensa Rico en ricanant. Il attend que Nico ait terminé de ranger ses noisettes, puis, dès que Nico a le dos tourné, Rico les cache toutes derrière un gros rocher. Quand Nico revient et ne trouve plus ses noisettes, il commence à paniquer. « Oh, où sont passées mes noisettes ?» s'écrie-t-il, fouillant partout. Rico, caché derrière un arbre, rit en silence. Mais cette fois, Nico ne rit pas du tout. Il est vraiment triste et pense avoir perdu toute sa réserve pour l'hiver. Rico, voyant son ami si malheureux, commence à se sentir bizarre. Habituellement, tout le monde rit de ses farces. Mais cette fois-ci, il n'y a que lui qui rit. Peut-être que je suis allé trop loin, murmure-t-il en voyant Nico s'éloigner, la tête basse. Et pour la première fois, Rico se demande si ces farces sont toujours une bonne idée. Rico pensait que sa farce allait faire rire tout le monde, mais en voyant Nico si triste, il commença à se sentir mal. Ce n'était pas le but après tout. « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ?» murmure Rico, un peu inquiet. Le lendemain, Rico va voir Nico pour s'excuser. Mais quand il arrive près de lui, Nico tourne la tête et ne veut même pas lui parler. « Va-t'en, Rico, tu m'as fait de la peine !» dit-il tristement. Rico n'a jamais vu Nico aussi fâché. D'habitude, ils rient ensemble après chaque farce. Mais cette fois, c'est différent. Nico est vraiment blessé. Et Rico ne sait pas quoi faire. Il va voir Gigi la pie pour lui demander conseil. « Gigi, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. J'ai caché toutes les noisettes de Nico et maintenant, il ne veut plus me parler. » Gigi, qui est toujours joyeuse, lui répond. « Oh Rico, tu sais, tout le monde n'aime pas toujours les blagues. Peut-être que tu as exagéré cette fois. » Rico baisse la tête. Il ne voulait pas blesser son ami. Il réalise que ces farces, même si elles sont amusantes pour lui, peuvent parfois faire du mal aux autres. « Je dois me rattraper, » se dit Rico. Mais comment? Il décide
de chercher une idée pour se faire pardonner. Il réfléchit à quelque chose de spécial, quelque chose qui montrera à Nico qu'il est vraiment désolé. « Je vais arranger ça, c'est sûr !» se dit Rico, déterminé, mais un peu inquiet. Rico ne peut pas s'empêcher de penser à son ami Nico. « Il faut que je fasse quelque chose, et vite !» pense-t-il, les oreilles basses. Il décide de demander de l'aide aux autres animaux de la forêt. D'abord, il va voir Bobo, le hibou sage. « Bobo, je ne sais pas quoi faire. Nico est très triste à cause de ma farce. Comment puis-je me faire pardonner ?» Bobo le regarde avec ses grands yeux ronds. « Rico, tu sais, il ne suffit pas de dire pardon. Il faut aussi montrer que tu as compris pourquoi ton ami est triste. » Rico réfléchit. Il se souvient de la panique de Nico quand il pensait avoir perdu ses noisettes. Peut-être que cacher les choses n'était pas si drôle que ça finalement. Ensuite, Rico va voir Myrta, la tortue tranquille. « Myrta, j'ai fait une grosse bêtise avec Nico. Il ne veut plus me parler. Que dois-je faire ?» Myrta, toujours sage et lente, répond doucement. « Rico, parfois, il faut faire un effort pour réparer ses erreurs. Pourquoi ne pas lui montrer que tu veux vraiment l'aider ?» Rico commence à comprendre. « Peut-être que je pourrais aider Nico à retrouver des noisettes, » pense-t-il. Cette idée lui semble parfaite. Il décide d'organiser quelque chose de spécial pour Nico. Une grande chasse aux noisettes. Mais cette fois, il ne fera pas de farce. Il veut prouver à Nico qu'il peut être un bon ami, sans ruse. « Je vais tout arranger !» se dit Rico, les yeux brillants d'espoir. Lui qui adore les surprises, il est prêt à préparer la plus belle pour son ami. Rico est tout excité. Il a trouvé le moyen parfait pour se faire pardonner. Organiser une grande chasse aux noisettes pour Nico. Mais cette fois, pas de farce, juste une belle surprise. Il commence par aller voir tous les animaux de la forêt. « Est-ce que vous voulez m'aider ? Je veux organiser une chasse aux noisettes pour Nico, pour me faire pardonner. » Gigi la pie est la première à répondre. « Oh, ça a l'air amusant. Je vais voler haut pour trouver les plus grosses noisettes. » Ensuite, Bobo le hibou hoche la tête. « Je vais chercher dans les arbres creux. » Même Myrta la tortue, toute lente, propose. « Moi, je vais les porter dans ma carapace. » Rico est tout heureux. Tout le monde est prêt à l'aider pour rendre Nico content. Il se met à réfléchir au meilleur endroit pour cacher les noisettes. Mais cette fois, il ne veut pas piéger Nico. Il veut l'aider à en trouver plus qu'il n'en a jamais eu. Le jour de la chasse arrive enfin. Rico va chercher Nico. « Viens, j'ai une surprise pour toi !» dit-il avec un grand sourire. Nico, encore un peu fâché, hésite. Mais Rico semble sincère, alors il accepte. Ils se rendent dans la forêt où tous les animaux attendent. « Aujourd'hui, c'est ta journée, Nico. On va t'aider à trouver plein de noisettes, » dit Rico, les yeux brillants d'espoir.
Nico, surpris, regarde autour de lui. « Vous faites ça pour moi ?» Rico hoche la tête. « Oui, parce que tu comptes pour moi, Nico. » La chasse aux noisettes commence et tout le monde s'amuse. Gigi Lapi vole haut dans le ciel, repérant les plus belles noisettes. « Par ici, j'en vois plein sous cet arbre !» crie-t-elle. Nico court dans la direction que Gigi lui indique, tout excité. Bobo le hibou, toujours calme, trouve des noisettes cachées dans un vieux tronc. « Regarde ici, Nico. Ce sont les meilleurs pour l'hiver. » Nico sourit, un peu étonné. « Merci, Bobo. » Même Myrta la tortue, qui avance lentement, a trouvé des noisettes. Elle les porte dans sa carapace, faisant des petits bruits amusants à chaque pas. « C'est plus lourd que je ne pensais, » dit-elle en riant doucement. Rico, de son côté, guide Nico à travers la forêt. Il l'aide à grimper dans les arbres pour attraper des noisettes bien cachées. « Regarde là-haut, tu peux en attraper beaucoup !» dit Rico, sans aucune farce cette fois. Il est sincère et veut vraiment aider son ami. Nico commence à sourire, oubliant peu à peu sa tristesse. Il ramasse de plus en plus de noisettes, plus qu'il n'en a jamais eu. « C'est incroyable !» s'écrie-t-il. « J'ai assez de noisettes pour tout l'hiver !» Rico, tout content, lui répond. « Je suis vraiment heureux que tu sois content, Nico. Je voulais te montrer que je peux être un bon ami, pas juste un farceur. » Nico regarde Rico, touché par ses efforts. « Merci, Rico. Je crois que tu as vraiment changé. » La chasse continue dans la joie et les rires. Rico sent qu'il a enfin fait quelque chose de bien, et cela le remplit de fierté. À la fin de la chasse aux noisettes, tout le monde est fatigué, mais heureux. Nico a ramassé plus de noisettes qu'il n'aurait jamais imaginé. Il regarde son grand tas avec des yeux brillants de joie. « Oh, je n'aurai jamais froid cet hiver. Merci à tous !» s'exclame-t-il. Rico, un peu essoufflé mais souriant, s'approche de lui. « Je suis vraiment content que tu sois heureux, Nico. Je voulais te montrer que je peux être un bon ami, pas juste te faire des farces. » Nico regarde Rico, un sourire sincère aux lèvres. « Tu as réussi, Rico. Tu m'as prouvé que tu sais être sérieux quand il faut. Je te pardonne. » Rico sent son cœur se réchauffer. C'est la première fois qu'il se sent aussi fier, et non pas à cause d'une farce réussie, mais parce qu'il a fait quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Gigi, perché sur une branche, crie. « Bravo Rico, tu as bien compris la leçon !» Bobo le hibou hoche la tête. « Je savais que tu avais ça en toi, Rico. » Même Myrta la tortue lentement ajoute. « Il faut parfois du temps pour comprendre, mais tu l'as fait. » Rico sourit à ses amis. Il se rend compte que sa ruse peut être utilisée pour faire le bien, pas seulement pour tromper les autres. Il a appris
que la véritable amitié, c'est aussi savoir être attentif et sincère. Ce soir-là, alors que le soleil se couche, Rico regarde Nico et ses amis, heureux de les avoir aidés. « Je crois que je suis un nouveau Rico », se dit-il tout fier. Et la forêt s'endort paisiblement avec un Rico plus sage et plus heureux. Zara est une petite zèbre pleine d'énergie. Elle aime courir à travers la savane, sentir le vent souffler dans sa crinière et galoper avec ses amis. Mais Zara a un petit problème. Elle trébuche tout le temps. Peu importe combien elle essaie, à chaque fois qu'elle commence à courir, ses pattes s'en mêlent et elle finit la tête la première dans la poussière. Un jour, alors qu'elle essaie encore de suivre ses amis, Tino le guépard et Loli la gazelle, Zara tombe une fois de plus. « Oh non, encore par terre !» murmure-t-elle, dépitée. Tino et Loli, qui sont déjà loin, reviennent en courant vers elle. « Ça va, Zara ?» demande Loli gentille. « Oui, je vais bien », répondit Zara en se relevant, un peu gênée. Elle secoue la poussière de son pelage en rigolant timidement. Tino, qui est très rapide, sourit. « Tu sais, Zara, tu devrais continuer à t'entraîner. Un jour, tu courras aussi vite que nous. » Zara sourit, mais elle n'est pas très sûre. « Peut-être, » murmure-t-elle. En vérité, elle doute beaucoup d'elle-même. Chaque fois qu'elle essaie, elle finit toujours par tomber. Ce soir-là, en regardant les étoiles, Zara pense à toutes ces fois où elle a trébuché. « Ah, pourquoi je tombe tout le temps ?» soupire-t-elle. « J'aimerais tellement courir aussi vite que mes amis. » Mais au fond d'elle, Zara n'a pas envie d'abandonner. Peut-être qu'avec un peu de courage, elle pourra y arriver, même si cela prend du temps. Un matin, alors que Zara broute tranquillement de l'herbe, elle entend des murmures excitants parmi les animaux de la savane. Tino le guépard arrive en courant tout excité. « Zara, tu as entendu ? Il va y avoir une grande course la semaine prochaine. C'est la course la plus importante de l'année. » Zara lève la tête, curieuse mais un peu inquiète. « Une grande course ?» Elle sait que tout le monde parle de cette course chaque année. C'est l'événement où les animaux les plus rapides montrent leur vitesse. Mais Zara, avec ses chutes fréquentes, n'a jamais pensé à y participer. Loli la gazelle arrive à son tour, bondissant joyeusement. « Oui, on va tous participer. Ce sera amusant. Tu viens aussi, Zara ?» Zara hésite. Je ne sais pas. Je tombe tellement souvent, » murmure-t-elle en baissant les yeux. Tino secoue la tête avec un sourire rassurant. « Peu importe si tu trébuches, l'important c'est d'essayer. Et puis, on sera là avec toi. » Mais même avec l'enthousiasme de ses amis, Zara n'est pas sûre. « Et si je tombe encore devant tout le monde ?» se demande-t-elle en silence. Le reste de la journée, Zara réfléchit. Elle aimerait vraiment participer,
courir avec ses amis, mais la peur de tomber la retint encore. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix lui dit : « Tu ne sauras jamais si tu n'essaies pas. » En regardant le soleil se coucher, Zara prend une décision. « Je vais m'entraîner et peut-être que cette fois, je pourrai réussir. » Zara a décidé de participer à la grande course, mais elle sait qu'elle doit s'entraîner. Alors, chaque matin, avant que le soleil ne soit trop chaud, elle sort pour courir toute seule, sans que personne ne la voie. Au début, c'est difficile. Zara trébuche encore, ses pattes s'en mêlent, et elle tombe dans la poussière. « Oh non, encore !» soupire-t-elle en se relevant. Mais au lieu d'abandonner, elle se remet à courir. Chaque jour, elle essaie de faire un peu mieux. Un matin, alors qu'elle s'entraîne dans une clairière, Zara entend une voix douce derrière elle. « Oh, ne te décourage pas, petite zèbre. » Elle se retourne et voit Rafi, un vieux singe sage, qui l'observe calmement. « Mais je tombe tout le temps, Rafi. Comment puis-je être prête pour la course ?» demande Zara, un peu désespérée. Rafi sourit doucement. « Courir, ce n'est pas toujours une question de vitesse, Zara. C'est aussi une question de persévérance. L'important, c'est de ne pas abandonner, même si tu tombes. Chaque chute te rend plus forte. » Zara réfléchit un instant. Elle n'avait jamais vu les choses de cette façon. Peut-être que ces chutes ne sont pas des échecs, mais des étapes vers le succès. « Tu as raison, Rafi. Je vais continuer à m'entraîner. » Les jours passent et peu à peu, Zara trébuche de moins en moins. Elle commence à trouver son équilibre et elle se sent de plus en plus confiante. Avec chaque pas, elle se rapproche de son objectif. « Je vais le faire. Je peux le faire !» se dit-elle déterminée. Le jour de la grande course est enfin arrivé. Toute la savane est en effervescence. Les animaux se rassemblent autour de la ligne de départ, impatients de voir qui sera le plus rapide cette année. Zara se tient à l'écart, un peu nerveuse, mais déterminée à essayer. Tino le guépard s'approche d'elle. « Prête, Zara ?» demande-t-il avec un sourire. Zara hoche la tête, mais elle sent son cœur battre très fort. « Je suis prête, je crois, » murmure-t-elle. Loli la gazelle, toujours joyeuse, bondit à côté d'eux. « Ne t'inquiète pas, Zara. L'important, c'est de s'amuser. » Zara essaie de se détendre, mais elle ne peut pas s'empêcher de penser. « Et si je tombe encore? Et si tout le monde se moque de moi ?» Mais elle se rappelle les paroles de Rafi. « L'important, c'est de ne pas abandonner. » Le signal de départ retentit. « Prêt, partez !» crie la voix forte de Georgie, l'éléphant qui fait office de juge. Les animaux s'élancent à toute vitesse. Tino et Loli partent en flèche, comme des éclairs.
tandis que Zara commence à courir plus doucement, concentrée sur ses pas. Mais au bout de quelques mètres, bam! Zara trébuche et tombe. La poussière s'élève autour d'elle. Son cœur se serre. Elle regarde autour d'elle. Les autres animaux sont déjà loin. Un instant, elle pense à abandonner. Mais alors, elle entend des encouragements. « Allez, Zara, tu peux le faire! Allez, tu peux le faire !» C'est la voix de Tino et Loli qui l'attendent un peu plus loin. Zara se relève. « Oui, je peux le faire, même si je tombe !» se dit-elle avec détermination. Et elle repart, plus déterminée que jamais. Zara court de toutes ses forces, même si elle est loin derrière les autres. Elle se concentre sur ses pas, comme elle l'a appris durant ses entraînements. Ses pattes glissent un peu dans la poussière, mais elle tient bon. Elle tombe encore une fois, mais cette fois, elle se relève sans hésiter. « Je peux le faire !» se répète-t-elle. Elle n'a plus peur de tomber. Au contraire, elle se relève encore plus vite à chaque chute. Les animaux qui regardent la course commencent à l'encourager. « Allez, Zara !» crie Boomer, le singe perché dans un arbre. « Tu es incroyable !» ajoute Tini la girafe. Tous les animaux de la savane sont impressionnés par son courage. Tino et Loli, qui courent toujours en tête, se retournent et la voient se relever encore une fois. « Regarde Zara, elle ne lâche rien !» dit Tino, admiratif. Loli hoche la tête. « Oui, elle est vraiment courageuse !» Zara, de son côté, n'écoute que son cœur. Elle sait qu'elle n'est pas la plus rapide, mais elle se sent fière de ne pas abandonner. Pour la première fois, elle court sans penser à tomber. Elle pense à arriver et à finir ce qu'elle a commencé. Petit à petit, Zara gagne en confiance. Chaque pas la rapproche un peu plus de la ligne d'arrivée. Même si elle est toujours la dernière, elle ne s'en soucie plus. Elle sait maintenant que le plus important n'est pas de gagner, mais de continuer à avancer, peu importe les obstacles. « Je vais y arriver, je peux le faire !» se dit-elle en souriant, sentant la fin de la course approcher. Zara approche de la ligne d'arrivée, ses pattes fatiguées, mais son cœur rempli de fierté. Même si elle est la dernière, elle ne se sent pas perdante. Elle a fait ce qu'elle croyait impossible. Elle a couru toute la course sans abandonner. Les animaux de la savane sont rassemblés autour de la ligne d'arrivée, leur voix remplie d'encouragement pour Zara. « Allez Zara, tu peux le faire !»« Allez, Zara ! Oui !» crient-ils en agitant leurs pattes et leurs ailes. Tino le guépard et Loli la gazelle, déjà arrivés depuis un moment, l'attendent avec impatience. Il sourit en voyant Zara avancer courageusement, un pas après l'autre. Quand elle franchit enfin la ligne d'arrivée, la savane éclate d'applaudissements. Essoufflée, mais heureuse, Zara lève les yeux et sourit. « J'ai fini la course !» dit-elle, fière d'elle-même. Même si elle n'a pas gagné, elle se sent victorieuse.
Tino s'approche d'elle, admiratif. « Tu as été incroyable, Zara. Tu n'as jamais abandonné. » Loli hoche la tête. « Oui, tu as été la plus courageuse de nous tous. » Zara rougit un peu, touchée par les mots de ses amis. « Merci, » murmure-t-elle. « J'ai appris que tomber n'est pas un problème tant qu'on se relève. » Les autres animaux s'approchent d'elle, tous admiratifs. Boomer le singe, Tiny la girafe et même Rafi le singe la félicite. « Bravo, Zara !» Zara réalise alors qu'elle a gagné bien plus qu'une course. Elle a gagné confiance en elle-même et la fierté de ne jamais avoir abandonné. Elle sourit en pensant à ses prochains défis. « Je peux tout faire tant que je continue d'avancer, » se dit-elle, prête pour la prochaine aventure. Aya, une petite fille au sourire timide et aux yeux pétillants, redoutait une chose plus que tout, le noir. Chaque soir, juste après le baiser de bonne nuit de ses parents, elle attrapait sa lampe de poche rose, glissait sous sa couette et l'allumait. La lumière réchauffait son petit monde, créant un cocon rassurant où rien ne pouvait lui faire peur. Mais dès que la lumière s'éteignait, le noir envahissait la pièce comme une vague silencieuse. Les meubles dansaient dans l'ombre, les rideaux murmuraient des secrets invisibles, et Aya avait l'impression que même les jouets la regardaient. Alors, elle serrait sa lampe de poche encore plus fort, jusqu'à ce que le sommeil la rattrape. Elle avait essayé d'éteindre la lampe, juste une fois, mais l'obscurité lui semblait immense, comme si elle allait l'avaler. C'était trop effrayant. Et puis, il y avait ce silence, un silence si profond qu'il faisait presque du bruit. Aya ne savait pas pourquoi elle avait si peur, mais tout lui semblait plus grand, plus mystérieux quand les lumières étaient éteintes. Elle se demandait si d'autres enfants ressentaient la même chose, mais n'osait pas en parler. Après tout, à son âge, tout le monde disait qu'il fallait être grande et que les grands n'avaient pas peur du noir. Ce soir-là, comme toujours, elle serra sa lampe de poche sous la couette, prête à affronter une autre nuit, sans savoir que quelque chose de différent allait se passer. Dehors, le vent soufflait doucement. Et dans ce souffle, Aya entendit un son étrange. Des pleurs. Aya resta immobile, son cœur battant fort sous la couette. Elle éteignit sa lampe de poche pour mieux écouter. Oui, c'était bien des pleurs, doux mais tristes, qui semblaient venir de dehors, juste sous sa fenêtre. Curieuse, elle se glissa hors de son lit et avança à pas de loup jusqu'à la fenêtre. Elle écarta doucement le rideau et regarda dehors. Là, sous l'arbre, à la lueur de la lune, elle aperçut une petite silhouette recroquevillée. Ses oreilles pointues et sa fourrure grise brillaient légèrement sous les étoiles. C'était un loup. Un petit loup
qui pleurait doucement, tremblant dans la nuit. Aya hésita un instant. Elle savait que les loups pouvaient être effrayants, mais celui-ci semblait plus effrayé qu'effrayant. Finalement, sa curiosité l'emporta. Ouvrant la fenêtre, elle chuchota. « Et pourquoi tu pleures ?» Le loup leva les yeux, surpris, mais ne bougea pas. « J'ai peur du noir, » répondit-il entre deux sanglots. « C'est si grand et je me sens tout petit. » Aya sentit son cœur se serrer. Elle comprenait parfaitement cette sensation. Sans hésiter, elle lui tendit la main. « Tu veux venir ? J'ai une lampe de poche. Sous ma couette, il n'y a jamais de noir. Tu verras, on se sent mieux à deux. » Le petit loup hésita, puis se leva lentement, ses pattes tremblantes. Avec un petit bond, il grimpa par la fenêtre dans la chambre d'Aya. Ils se faufilèrent sous la couette ensemble et Aya alluma sa lampe, projetant un doux halo de lumière autour d'eux. Pour la première fois, ni Aya, ni le loup ne se sentaient seuls dans l'obscurité. Sous la couette, dans leur petite bulle de lumière, Aya et le loup se regardèrent timidement. Le loup avait de grands yeux brillants, encore humides de larmes, et une fourrure toute douce. Il renifla doucement avant de parler. « Je m'appelle Lupi, » murmura-t-il. « Et toi ?»« Moi, c'est Aya, » répondit-elle en souriant. « Pourquoi tu as si peur du noir ?» Lupi baissa les yeux, gêné. « La nuit, tout devient si grand, si différent. Les arbres font des ombres effrayantes et les bruits de la forêt, on dirait qu'il y a des monstres partout. » Aya hocha la tête. Elle comprenait exactement ce qu'il ressentait. « Moi aussi j'ai peur des ombres, » avoua-t-elle. « Mais avec ma lampe de poche, je me sens en sécurité. Et puis, je me raconte des histoires pour oublier la peur. Tu veux que je t'en raconte une ?» Lupi hocha la tête, ses grandes oreilles frémissant d'impatience. « Il était une fois, » commença Aya, « un petit loup courageux et une fille intrépide. Ils vivaient dans une forêt enchantée, pleine de mystères. Mais eux n'avaient plus peur du noir, parce qu'ils savaient que, tant qu'ils étaient ensemble, rien ne pouvait les effrayer. » Lupi écoutait, fasciné, les yeux grands ouverts. À mesure qu'Aya racontait son histoire, il se sentait de plus en plus rassuré. Peut-être que le noir n'était pas si effrayant après tout. Sous la couette, entourés par la douce lumière de la lampe, ils continuèrent à se raconter des histoires. Et, peu à peu, le noir qui les entourait sembla moins grand, moins menaçant. Aya et Lupi ne se sentaient désormais plus seuls. Aya et Lupi étaient blottis sous la couette, leur petite lumière douce projetant des ombres réconfortantes sur les murs. Aya aimait inventer des histoires et avec Lupi à ses côtés, son imagination s'envolait encore plus haut. « Maintenant c'est ton tour, » dit-elle en souriant. « Raconte-moi une histoire, Lupi. » Lupi hésita. Il n'avait jamais raconté d'histoire avant.
Mais inspiré par le courage d'Aya, il prit une grande inspiration et commença. Il était une fois un loup qui avait peur du noir. Mais un soir, il rencontra une fille magique. Elle avait une lampe de poche qui pouvait faire apparaître des étoiles, même sous sa couette. Aya éclata de rire, car elle aimait déjà cette histoire. Ensemble, ils décidèrent de créer une lumière si forte qu'elle pourrait illuminer toute la forêt. Continua Lupi, s'animant. Ils fabriquèrent une lampe de poche spéciale remplie de poussière d'étoiles. Et chaque nuit, ils allaient dehors pour éclairer le chemin des autres animaux qui avaient peur. Aya écoutait, émerveillée, en imaginant leur forêt illuminée comme un ciel étoilé. Soudain, une idée lui vint. Et s'ils découvraient que la vraie lumière n'était pas dans la lampe, mais dans leur cœur, proposa-t-elle. Une lumière invisible, mais toujours présente, qui les protège où qu'ils aillent. Lupi sourit largement. Oui, une lumière qui ne s'éteint jamais, même quand il fait tout noir. Sous la couette, les deux amis se regardèrent. Ils comprirent qu'ils n'avaient plus besoin de leur lampe de poche. Leur amitié suffisait à les éclairer, même dans les nuits les plus sombres. Cette nuit-là, Aya et Lupi continuèrent à se raconter des histoires jusqu'à ce que la lampe de poche commence à clignoter. La lumière, si rassurante, vacillait dangereusement. « Oh non !» murmura Aya. « Les piles sont presque à plat. » Lupi la regarda avec inquiétude. Sans la lampe, le noir reviendrait, et avec lui, toute leur peur. « Oh, qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Lupi, sa petite voix tremblante. Aya, elle aussi inquiète, se redressa, mais une idée la frappa soudain. Et si ils n'avaient plus besoin de la lampe de poche? Peut-être que la lumière qui les avait réconfortés était déjà en eux. Elle éteignit doucement la lampe, plongeant la chambre dans une obscurité totale. « Fais-moi confiance, Lupi, » dit-elle en souriant dans le noir. « Ferme les yeux. » Lupi, d'abord hésitant, ferma lentement ses paupières. Ensemble, ils restèrent silencieux, écoutant le calme de la nuit. Et dans ce noir complet, un phénomène surprenant se produisit. Aya et Lupi pouvaient toujours voir des choses, mais pas avec leurs yeux. Dans leur esprit, des étoiles brillaient, des créatures fantastiques dansaient autour d'eux, et un doux halo de lumière les enveloppait. « Tu vois ça aussi ?» demanda Lupi, ébahi. « Oui, » chuchota Aya. « C'est notre lumière intérieure. Elle est toujours là, même quand tout est noir. » Ils réalisèrent alors que cette lumière invisible était encore plus forte que celle de la lampe de poche. Blottis l'un contre l'autre, Aya et Lupi se laissèrent bercer par leur propre lumière. Ce n'était plus le noir qui les entourait, mais leur amitié, lumineuse et éternelle. Le lendemain soir, Aya et Lupi se retrouvèrent à nouveau dans la chambre. Mais cette fois, quelque chose avait changé. La lampe de poche d'Aya, habituellement la première chose qu'elle attrapait, resta éteinte sur sa table de chevet. « Tu penses qu'on peut essayer sans la lampe ?»
demanda Aya, un sourire timide aux lèvres. Lupi regarda l'obscurité de la pièce. Son cœur battait un peu plus vite, mais il se souvenait de la lumière qu'ils avaient trouvée en eux. Alors, il hocha la tête. « Oui, je crois qu'on est prêt, » répondit-il avec un petit frisson d'excitation. Aya se glissa sous la couette, suivie de près par Lupi. Cette fois-ci, il n'y avait que la nuit autour d'eux. Pas de lampe, pas de lumière extérieure, juste eux deux dans le noir. « C'est étrange, » murmura Lupi. « Mais je n'ai pas peur, pas du tout. »« Moi non plus, » ajouta Aya en souriant dans l'obscurité. Ils fermèrent les yeux et dans leur esprit, la lumière qu'ils avaient imaginée la veille se mit à briller encore plus fort. Ils se racontèrent des histoires sans même parler. Leurs pensées dansaient entre elles, créant des mondes où ils volaient parmi les étoiles et couraient sous des cieux illuminés. « On n'a plus besoin de la lampe, » chuchota Lupi. « Non, » confirma Aya. « Parce qu'on a appris que la lumière était déjà là, en nous. » Ils s'endormirent, le noir tout autour d'eux, et avec un sentiment de paix profonde. Le noir n'avait plus de pouvoir sur eux. Aya et Lupi avaient découvert quelque chose de bien plus fort. La lumière de leur amitié, toujours présente, même dans l'obscurité la plus totale. Un matin, la souris et le chat se promenaient dans leur jardin comme d'habitude. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. En plein milieu du jardin, un énorme œuf blanc à pois rouges trônait, brillant sous le soleil. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» s'étonna la souris, ses moustaches frétillantes de curiosité. Le chat s'approcha prudemment. « Peut-être un ballon ou une sculpture ?» La souris grimpa doucement sur l'œuf, tapotant la coquille du bout de sa patte. « Non, c'est solide. Ça ressemble à un œuf géant. » Le chat haussa les sourcils. « Un œuf? Mais pourquoi? Un oiseau géant? Un dinosaure? Ou peut-être un monstre ?» sourit la souris en riant nerveusement avant de sauter de l'œuf. Soudain, l'œuf se mit à trembler. Un craquement résonna dans l'air. La souris bondit en arrière et se cacha derrière le chat. « Tu crois qu'il va éclore ?» demanda le chat, ses yeux ronds comme des billes. Avant même qu'il puisse réagir, un morceau de coquille se détacha et une petite tête rouge pointue apparut. De grands yeux curieux fixèrent le chat et la souris. Puis, poc! Tout l'œuf éclata, révélant un énorme bébé dragon rouge. La souris et le chat restèrent bouche bée. « On fait quoi maintenant ?» murmura la souris. Le dragon, tout sourire, leur répondit par un rugissement, accompagné d'un éternuement fumé. «
Ça, c'est une nouvelle aventure, déclara le chat, un sourire en coin. Leur journée venait de prendre un tout autre tournant. Le bébé dragon, tout rouge et tout fripé, cligna des yeux en regardant autour de lui. Il était immense, bien plus grand que le chat et la souris réunis. Ses ailes minuscules frémissaient d'excitation et il essaya aussitôt de se lever. Mais ses pattes trop longues le firent trébucher. « Attention !» s'écria la souris en sautant hors de portée de sa queue qui balayait le sol. Le chat, toujours un peu sous le choc, tenta de reprendre le contrôle. On doit s'occuper de lui, non? C'est un bébé après tout. Le bébé dragon, joyeux, se rapprocha du chat et tenta de lui donner un coup de langue affectueux. Mais il était si grand que sa langue mouillée laissa une traînée de bave géante sur tout le pelage du chat. Berk! Ce dragon est bien plus baveux qu'un chiot, râla le chat, secouant ses petites pattes pour essayer de se sécher. La souris, amusée, observa le dragon tituber dans le jardin, renversant un pot de fleurs au passage. « Il est mignon, mais il va tout casser. » Oui, et je parie qu'il ne sait même pas ce qu'il doit manger, répondit le chat, regardant le dragon qui mordillait une pierre, pensant sans doute que c'était un biscuit. Le dragon éternua à nouveau, cette fois en crachant une petite flamme qui brûla une touffe d'herbe. Bon, on a un dragon baveux, maladroit et qui crache du feu. Oh, soupira la souris. Le chat haussa les épaules. Il faut bien commencer quelque part. Et sans plus attendre, le dragon roula joyeusement sur le dos, écrasant une autre partie du jardin. Je crois qu'on a du boulot. Le bébé dragon se redressa, les yeux brillants de faim. Son ventre gargouillait si fort qu'il fit vibrer tout le jardin. La souris, prise de panique, se tourna vers le chat. « Il a faim! Qu'est-ce qu'on doit lui donner à manger ?» Le chat fronça les sourcils. Du poisson? Tout le monde aime le poisson, non? La souris s'agita. Et moi je dirais du fromage. C'est bon pour tout le monde, surtout pour un dragon géant. Le chat trottina jusqu'à la cuisine et revint avec une pile de poissons, tandis que la souris apportait un bloc de fromage plus grand qu'elle. Le dragon regarda d'un air curieux les deux piles de nourriture devant lui. « Allez, essaye! Poisson ou fromage ?» dit le chat, espérant que cela calmerait le bébé. Le dragon humecta les deux choix avec sa grande langue. Puis, sans prévenir, il engloutit tout, poisson, fromage et même la petite nappe sous les plats. La souris recula, les yeux écarquillés. « Oh, il mange tout! On n'a pas assez pour un dragon comme lui !»« On va devoir improviser. » Oh, grogna le chat, les pattes sur les hanches. Le dragon, apparemment insatisfait, s'approcha de la niche du chat et commença à renifler curieusement. Sans réfléchir, il mordilla le toit en bois.
Non, pas ma niche! Hurla le chat, courant pour sauver sa maison. Le dragon lâcha la niche, l'air penaud, et se coucha sur le ventre, l'air boudeux. Eh bien, soupira la souris. nous sommes à court de nourriture et de nichoirs. Le chat roula des yeux. La prochaine étape, trouver un restaurant pour dragon ou lui apprendre à manger proprement. Le bébé dragon, rassasié après son étrange repas de poisson et de fromage, se mit à éternuer. Mais à chaque éternuement, une petite flamme jaillissait de ses narines. Ça va mal finir. S'écria la souris, esquivant de justesse une flamme qui lécha le bord de la clôture. Le chat, le poil hérissé, courut chercher un seau d'eau. Si ce dragon éternue encore une fois, il va transformer notre jardin en barbecue géant. Mais le dragon n'en avait pas fini. Atch! Atch! Une autre flamme jaillit, cette fois touchant un buisson. Le chat bondit, renversant maladroitement son seau d'eau sur la tête de la souris au lieu de l'incendie. Tu veux m'éteindre moi ou le feu? Grogna la souris, dégoulinante d'eau. Le dragon, confus, éternua encore. Atch! Cette fois, une touffe d'herbe prit feu. La souris paniqua, sautillant dans tous les sens. On doit trouver une solution et vite! Le chat, trempé de sueur, regarda le dragon avec de grands yeux. Si on ne fait rien, notre jardin va disparaître. Soudain, la souris eut une idée. Elle attrapa une vieille casserole et la posa doucement sur le museau du dragon. Une casquette anti-feu. Le dragon regarda la souris, perplexe, mais fit un petit grognement d'approbation. La casserole cliquetait à chaque mouvement de sa tête, mais plus aucune flamme ne sortait. Le chat éclata de rire. Bon, ça ne va peut-être pas lui plaire longtemps, mais au moins, c'est efficace. Le dragon, content d'avoir une solution, se roula sur le dos, faisant sonner sa nouvelle casquette comme une cloche géante. Maintenant que le bébé dragon portait sa casquette anti-flamme, le chat et la souris pensaient avoir un peu de répit. Mais très vite, une autre catastrophe se prépara. Le dragon, tout content, se mit à gambader dans le jardin. Sauf qu'il était tellement grand et maladroit qu'il renversait tout sur son passage. Regarde-le, il détruit tout. Oh! S'écria la souris, observant le dragon écraser des pots de fleurs et casser la balançoire d'un coup de queue. Le chat soupira. Ah, si ça continue, notre jardin va ressembler à un champ de bataille. Le dragon, lui, ne semblait pas du tout comprendre qu'il causait tant de dégâts. Il continuait à courir, ses grandes ailes minuscules battant joyeusement dans l'air. À un moment donné, il s'assit lourdement sur la niche du chat, qui s'effondra dans un grand bruit sourd. Oh non, ma niche!
hurla le chat, accourant vers les débris. On doit trouver quelque chose pour le calmer. Réfléchit la souris à voix haute. S'il continue à s'épuiser ici, il n'y aura bientôt plus de jardin. Soudain, une idée jaillit dans la tête du chat. Et si on lui construisait quelque chose où il pourrait se dépenser sans tout casser? La souris hocha la tête avec enthousiasme. Oh oui, oui, oui! Une aire de jeu pour dragon! Le chat et la souris s'attelèrent à la tâche, utilisant tout ce qu'ils pouvaient trouver. Des vieilles planches, des pneus abandonnés, même des coussins mous pour que le dragon puisse se rouler sans danger. Une fois terminé, ils appelèrent le dragon, qui bondit vers sa nouvelle aire de jeu improvisée. Tout excité, il se mit à sauter et à s'amuser, mais cette fois, sans tout démolir. On a peut-être trouvé une solution, murmura le chat avec un sourire. Alors que le bébé dragon s'amusait enfin sans tout casser, un grondement retentit dans le ciel. Le chat et la souris levèrent les yeux et leur cœur s'arrêtait. Une immense ombre couvrait tout le jardin. Ça ne peut pas être vrai, murmura la souris. En quelques secondes, un gigantesque dragon rouge, bien plus grand que le bébé, atterrit en douceur juste à côté d'eux. Ses yeux brillants balayaient le jardin et elle repéra rapidement son bébé qui, en voyant sa maman, émit un rugissement joyeux. La souris et le chat tremblèrent en silence, se demandant ce qui allait se passer. La maman dragon se pencha vers eux, imposante, mais son regard était doux et plein de gratitude. Je crois qu'elle est là pour le récupérer, murmura le chat, soulagé et un peu triste à la fois. Le bébé dragon courut vers sa maman tout excité. Il sauta dans ses bras avec maladresse, faisant encore quelques roulades au passage. La maman dragon regarda le chat et la souris, puis, dans un geste surprenant, elle leur offrit l'une de ses écailles rouges scintillantes. « Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» demanda la souris, confuse. Le dragon grogna doucement, comme pour dire « Vous verrez !» Et dans un battement d'ailes gigantesque, la maman et son bébé s'envolèrent, laissant derrière eux un jardin ravagé, mais une nouvelle amie. Le chat et la souris restèrent bouche bée, fixant l'écaille qui luisait sous le soleil. Je me demande à quoi elle sert, dit le chat en l'inspectant. Soudain, l'écaille brilla plus fort et se mit à flotter dans les airs. Elle tourna sur elle-même et un vent magique souleva le chat et la souris. « On vole !» s'écria la souris, abasourdie. Ils tourbillonnèrent au-dessus du jardin, riant aux éclats, emportés dans une nouvelle aventure magique, offerte par leur nouvel ami, le bébé dragon. Par une belle matinée ensoleillée, le petit chaperon rouge trottinait joyeusement dans la forêt, son petit panier à la main. Aujourd'hui, c'était un jour spécial.
Elle ramassait des fraises pour que sa grand-mère puisse préparer un gâteau. Chaque fraise qu'elle trouvait était plus rouge et plus juteuse que la précédente. Et cela la remplissait de bonheur. La 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 la, ce gâteau va être le meilleur de tous, chantonna-t-elle en cueillant une fraise bien dodue. Soudain, un bruissement dans les buissons attira son attention. Elle leva la tête et se figea. Un grand loup gris sortit des arbres avec un sourire effrayant. « Bonjour, petit chaperon rouge !» grogna-t-il d'une voix rauque. « Que fais-tu ici toute seule ?» Le petit chaperon rouge, bien que surprise, ne montra pas la moindre peur. Elle posa son panier doucement par terre et répondit. « Je ramasse des fraises pour ma mère grand. Et toi, que fais-tu là ?» Le loup la regarda de ses grands yeux et montra ses crocs scintillants. « Je pensais te croquer, bien sûr, » dit-il avec un air menaçant. Mais avant qu'il ne puisse avancer, il se mit à gémir et à se tenir la mâchoire. « Aïe, mes dents !» Le petit chaperon rouge, étonné, l'observa se plier en deux de douleur. « Tu veux me manger, mais tu ne prends même pas soin de tes dents !» s'exclama-t-elle avec un petit sourire malin. Le loup, tout penaud, se redressa difficilement. C'était clair, quelque chose ne tournait pas rond. Et le petit chaperon rouge avait déjà une idée pour l'aider. Le loup continuait de gémir en se tenant la mâchoire. Ses grandes dents si terrifiantes semblaient être la source de son malheur. Le petit chaperon rouge, toujours calme, le regarda avec curiosité. « Alors, monsieur le loup, tu voulais me croquer ? Mais tu n'as même pas pris soin de tes dents. Ça ne va pas du tout. » Le loup se redressa légèrement, gêné. « Je sais, mais je ne peux pas aller chez le dentiste. Ils auraient tous peur de moi. » Le chaperon rouge plissa les yeux, pensant à une solution. Elle tourna autour du loup, l'observant sous tous les angles. Puis, elle tapa joyeusement dans ses mains. « J'ai une idée! Et si on te déguisait en humain? Personne ne te reconnaîtra et tu pourras aller chez le dentiste sans problème. » Le loup, surpris par la proposition, hésita un instant. « Un déguisement? Mais je suis bien trop grand et mes dents sont énormes. » Le petit chaperon rouge éclata de rire. « C'est vrai que tu as des dents plutôt impressionnantes. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'on peut y arriver. » Avec enthousiasme, elle commença à lui expliquer son plan. Elle aurait besoin d'un grand manteau, d'un chapeau et surtout d'une écharpe bien épaisse pour cacher son long museau. Le loup, pris par la douleur de ses dents, décida d'essayer. Après tout, que risquait-il?
Le chaperon rouge était déjà en train de fouiller dans son panier à la recherche de quoi que ce soit qui pourrait aider à son déguisement. Le loup, lui, espérait en silence que ce plan farfelu fonctionne. Le petit chaperon rouge, déterminé à aider le loup, trouva un vieux chapeau de paille au fond de son panier. Elle l'enfonça sur la tête du loup, cachant ses oreilles pointues. Pas mal, mais il manque quelque chose, murmura-t-elle. Elle se souvint alors de l'écharpe que sa grand-mère lui avait tricotée. Sans hésiter, elle l'enroula plusieurs fois autour du museau du loup, dissimulant ses crocs menaçants. Puis, elle ramassa une grande branche et la tendit au loup. « Tiens, marche comme ça, comme si c'était une canne. Ça te donnera l'air d'un vieux monsieur. » dit-elle en riant. Le loup se regarda dans une flaque d'eau. Il était méconnaissable. Je ressemble vraiment à un humain, s'exclama-t-il surpris. Exactement. Maintenant, allons chez le dentiste avant que tes dents ne te fassent encore plus mal, dit le petit chaperon rouge, fier de son travail. Le loup, un peu maladroit dans son déguisement, suivit le petit chaperon rouge jusqu'au village. En chemin, il se mit à marcher très droit, essayant ainsi de paraître sérieux. Chaque fois qu'il croisait quelqu'un, le petit chaperon rouge leur souriait et personne ne semblait remarquer le loup sous son déguisement. Arrivé devant le cabinet du dentiste, le loup s'arrêta net. « Et si le dentiste découvre que je suis un loup ?» demanda-t-il nerveux. « Ne t'inquiète pas !» répondit le petit chaperon rouge avec un clin d'œil. « Il est plus concentré sur les dents que sur les gens, ou les loups. » Le loup prit une grande respiration et poussa la porte du cabinet, prêt à affronter le plus grand défi de sa vie, un rendez-vous chez le dentiste. Le loup, déguisé en vieux monsieur avec son chapeau, son écharpe et sa canne, entra dans la salle d'attente du dentiste. Le petit chaperon rouge le suivait de près, lui jetant des regards encourageants. Assis entre deux patients, le loup jetait des coups d'œil nerveux autour de lui, espérant que personne ne devinerait son secret. « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, » murmura le petit chaperon rouge en tapotant son bras. Après quelques minutes, le dentiste appela. « Monsieur Lupin, c'est à vous !» Le loup se leva, tentant de cacher son excitation, mélangée à la peur. Il entra dans la salle de soins et s'assit sur la grande chaise de cuir. Le dentiste, un homme souriant avec des lunettes sur le bout du nez, s'approcha. « Ouvrez grand la bouche, s'il vous plaît, » dit-il, ne se doutant de rien. Le loup hésita, puis ouvrit lentement sa gueule. Le dentiste fit un pas en arrière, les yeux écarquillés. « Eh bien, vous avez des dents très impressionnantes, monsieur !» Le loup, en sueur, balbutia. « Oui, c'est de famille. » Sans poser plus de questions, le dentiste se mit au travail. Il examina chaque dent, nettoya, soigna
et même retira un morceau de viande coincé entre les molaires du loup. « Voilà, c'est fini. Vous devrez prendre soin de ces grandes dents si vous voulez éviter d'avoir mal à nouveau. » Le loup, soulagé et reconnaissant, remercia le dentiste d'une voix tremblante, puis quitta le cabinet accompagné du chaperon rouge. « Et maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire ?» dit le petit chaperon rouge en souriant. « Brosser tes dents, mon cher loup !» Dehors, le loup respirait profondément, enfin libéré de cette horrible douleur. Il n'en revenait pas. Il avait réussi à voir le dentiste sans que personne ne découvre son secret. Le chaperon rouge marchait à ses côtés, un sourire malicieux sur le visage. « Alors, monsieur le loup, comment te sens-tu maintenant ?» demanda-t-elle en le taquinant. « Je me sens bizarrement bien, » répondit-il en frottant sa mâchoire avec satisfaction. « Mais j'ai surtout appris une grande leçon aujourd'hui. » Le petit chaperon rouge haussa un sourcil. « Ah oui? Quelle leçon donc ?» Le loup se redressa, réfléchissant à ce qu'il venait de vivre. Que croquer des gens, ce n'est pas une si bonne idée, surtout avec des dents aussi sensibles. Peut-être que je vais arrêter. Il avait l'air sérieux, et le chaperon rouge éclata de rire. Oui, ça pourrait éviter pas mal de problèmes, répondit-elle en riant. Le loup, qui n'avait jamais pensé qu'il dirait ça un jour, se tourna vers elle. « Merci de ne pas m'avoir laissé tomber, même si je voulais te croquer au début. C'était vraiment gentil de ta part. » Le chaperon rouge sourit en coin. « Eh bien, tout le monde mérite de l'aide. Même les grands méchants loups avec des dents mal soignées. » Ils continuèrent de marcher, le loup toujours déguisé, mais cette fois avec une nouvelle confiance. Soudain, une idée traversa l'esprit du loup. Et si je devenais dentiste, je pourrais soigner toutes les créatures de la forêt. Comme ça, je n'aurai plus jamais envie de croquer qui que ce soit. Le chaperon rouge, surprise par cette idée, éclata de rire. « Pourquoi pas, loup dentiste? Pourquoi pas ?» Le chaperon rouge et le loup continuaient leur chemin à travers la forêt, discutant de l'idée folle du loup de devenir dentiste. Le loup se demandait même comment il pourrait commencer à apprendre. Ce serait étrange, non? Un loup dentiste. Je pourrais soigner les dents des lapins, des blaireaux, peut-être même des ours, dit-il, tout excité par son nouveau projet. « Ça ne serait pas si bizarre, » répondit le petit chaperon rouge en souriant. « Après tout, tu sais déjà comment ça fait d'avoir mal aux dents et tu aurais la compassion nécessaire. » Le loup hocha la tête, pensif. « Mais comment je vais faire? Personne ne voudra s'approcher de moi. Les animaux auront tous trop peur de moi. » Le petit chaperon rouge s'arrêta net, levant un doigt comme si elle venait d'avoir une idée brillante. Et si tu proposais un échange?
Tu soignes leurs dents et en retour, ils t'aident à ne pas avoir faim. Tu pourrais par exemple échanger des soins dentaires contre des baies ou des légumes. Le loup écarquilla les yeux, ébahi par la simplicité de l'idée. Tu veux dire que je pourrais être un loup qui ne chasse plus, qui vit grâce à sa bonne réputation? Exactement, répondit le petit chaperon rouge en riant. Plus de chasse, juste des soins dentaires et des sourires éclatants. Et ainsi, le loup commença à rêver d'une nouvelle vie où il utiliserait ses grandes dents pour aider plutôt que pour effrayer. Et même s'il ne devenait peut-être jamais le meilleur dentiste de la forêt, il savait une chose. Il ne croquerait plus jamais qui que ce soit. Finalement, il décida qu'il était temps pour lui de devenir un loup différent. Cette histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu. À bientôt!